Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme et aujourd'hui j'ai une invitée. Donc aujourd'hui c'est un podcast, il n'y aura pas d'image, désolé. L'objectif de ce podcast c'est de parler du débriefing puisque j'en avais parlé déjà sur une autre vidéo et il fallait que je précise des informations. Je vais laisser mon invité se présenter, ce sera plus simple. Bonjour. Bonjour Gérald. Bonjour Jessica. Alors moi je suis Jessica, je suis psychologue, psychosociologue, criminologue et globalement je suis spécialisée en gestion de crise et donc en situation critique. Voilà. Alors est-ce que tu peux préciser pourquoi je t'ai choisi Eh bien parce qu'en gestion de crise ou en gestion des incidents critiques, comme on appelle ça, on fait beaucoup de diffusing, de débriefing ou de retour d'expérience. Alors on va peut-être voir ensemble les différences entre tout ça. Pour éviter d'être confusant, puisqu'un débriefing, ça peut avoir un rapport psychologique, donc plutôt paramédical, alors que là, on va plutôt parler du débriefing un peu plus opérationnel, un peu plus technique, on va parler du retour d'expérience, qu'on appelle aussi le REX ou le RETEX, parce qu'on adore les acronymes. D'accord, donc pour faire simple, je vais rester dans le secourisme, quand un chef d'équipe parle de débriefing, c'est pas le bon terme. Il devrait dire rétex ou retour d'expérience. Il peut dire débriefing, c'est aussi un terme qui est utilisé, sauf que ça peut être un peu compliqué de savoir quand tu es sur un poste de secourisme. Parfois, on peut avoir à faire un débriefing psychologique, notamment quand on a eu un décès. Là, si on parle d'un débriefing psychologique et qu'en même temps ton chef d'équipe te parle du débriefing, qui là fait référence à un débriefing plus opérationnel, ça peut être un peu confus. Pour les secouristes et aussi pour tous ceux qui sont impliqués, les témoins ou les victimes. Donc on va préférer avoir un acronyme différent et une appellation différente pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose en fait. D'accord. Donc écoutez les gars, quand tu es chef d'équipe, tu feras plus des débriefings mais des rétex ou des retours d'expérience. Voilà, on a pris une chose. Ok, ça marche. Ok. C'est plus précis. Ok, bon, c'est ce que je cherche de toute façon. Ok. Le diffusing alors, quelle est la différence ? Le diffusing, c'est ce qu'on appelle le déchocage psychologique ou déchocage émotionnel. Ça, c'est ce qui est fait dans les premières heures qui suivent un événement qu'on appelle traumatique, c'est-à-dire un événement qui confronte à la mort. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider finalement à prévenir ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc le diffusing, il a deux fonctions. Reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de grave et qui sort de l'ordinaire, et restaurer le sentiment de sécurité. Et il est à destination des témoins, directs ou indirects, c'est-à-dire des victimes ou des témoins proches de l'événement. Et le diffusing est donc fait, pareil, par une équipe spécialisée ? Alors le diffusing, il doit être fait par une équipe qui est formée, c'est-à-dire qui connaît le principe du diffusing, mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir un psy. On peut le faire aussi en étant secouriste ou en étant chef d'équipe. Après, c'est mieux quand même d'avoir notamment la CUMP qui peut être déclenchée à ce moment-là et qui, là, pour le coup, va faire intervenir des gens qui sont formés au trauma. D'accord. Alors juste, peux-tu définir ce qu'est la CUMP ? Parce que tout le monde n'est pas secouriste, donc tout le monde ne sait pas ce qu'est la CUMP. La CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique. C'est déclenché par le SAMU ou par le préfet quand on a un incident sur la voie publique qui implique des morts ou presque morts. Alors on appelle des presque morts, ce qui nous fait référence à l'imminence de la mort, un accident grave, un suicide, une explosion, une prise d'otage, enfin tous ces événements qui nous rappellent qu'on est mortel en fait. Et du coup qui peuvent effracter notre psychisme au niveau du trauma. D'accord. Les CUMP, juste pour être encore plus précis, sont des psychologues, psychiatres, infirmiers qui sont formés au trauma, qui sont bénévoles, qui sont quasiment tous hospitaliers, donc de la fonction hospitalière, et qui sont donc déclenchés, encore une fois, soit par le SAMU, soit par le préfet. D'accord. Revenons sur les secouristes purs et durs alors, sur l'opérationnel. Alors, je vais te poser plusieurs questions sur comment faire un retour d'expérience. Première chose, cas typique, classique, le retour d'expérience, tout simple, je sors d'intervention. Comment le faire ? Comment le réaliser ? Alors globalement, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, de toute façon, il y a des règles à respecter dans le retour d'expérience. Un retour d'expérience, c'est ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte, quoi qu'il arrive. Un retour d'expérience, comme son nom l'indique, c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette terminologie-là, c'est partager notre expérience, partager notre vécu de l'intervention. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà une posture du chef d'équipe, mais aussi des secouristes,
une posture plutôt empathique, dans le non-jugement, ce qu'on appelle la bienveillance, même si le terme est maintenant un peu galvaudé, donc je préfère dire non-jugement. On ne juge pas personnellement, mais on partage tout ce qu'on a vécu. On a tous probablement vécu le même événement, dans la même intervention, mais finalement, c'est pas le même événement, parce qu'on l'a tous vécu différemment. Donc c'est cette confrontation de vécu et de ressenti qui va être intéressant, déjà pour voir s'il y a des choses à voir et à revoir, à corriger, etc. Mais aussi pour la cohésion d'équipe. Ça permet de renforcer la cohésion d'équipe et ça permet aussi d'optimiser aussi nos procédures ou nos comportements dans les prochaines interventions. Parce que ça nous permet ce partage-là. D'accord. Donc, quand tu dis optimiser, oui. ça me permet de rebondir sur la question qui est la plus simple, c'est comment tu vas gérer, comment faire un rétexte sur un équipier qui est mauvais, alors, qui est pas bon, qui est pas efficace, mauvais, qui est pas efficace. Ouais, non, mais tu me connais, j'aime être... Il y a des comportements qui ne sont pas adaptés. Tout à fait. Où il y a des actes... Je suis pas psy, où il y a des actes qui sont pas, soit pas adaptés, soit pas bien effectués. Mais c'est pour ça que je parle de non-jugement, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le jugement personnel, parce que là, du coup, c'est une agression, donc forcément, il n'y a plus de dialogue quand on agresse l'autre. Tout à fait. Mais par contre, on doit avoir un recadrage. On peut avoir une posture, c'est l'expression qu'on utilise notamment au RAID, dans les groupes de négociation du RAID, sur la posture qu'on doit avoir, c'est ni paillasson, ni hérisson. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être ni trop gentil, ni trop méchant. Donc ça, c'est déjà la posture. Ensuite, il y a une autre expression à connaître, que moi j'aime bien utiliser, notamment dans la posture, j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui est important, c'est le tu, T-U, T-U-E. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit tu fais ci, tu es comme si, tu n'as pas fait ça, là on est dans l'agression, et donc forcément on va couper la relation à l'autre, et donc c'est pas efficace. Par contre, effectivement, on doit pouvoir recadrer sur des choses qui ne sont pas bien passées. Mais on va toujours commencer, premier temps du retour d'expérience, sur quel est ton ressenti à toi et quel est votre ressenti à vous en tant qu'équipe, pour pouvoir ensuite se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut changer aussi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Et après ça, seulement après qu'ils se soient tous exprimés, toi en tant que chef d'équipe, tu vas modifier aussi certaines choses. Tu vas dire, moi je vais revenir aussi sur certains points de comment est-ce que moi j'ai vécu tout ça, en tant que chef d'équipe ou en tant que faisant partie de l'équipe. Tu as deux postures un peu différentes. Et là, ça te permet aussi de recadrer. Dire, tu vois, quand toi tu as fait ça, moi j'aurais préféré que tu fasses différemment. Et pourquoi en fait ? Expliquer le sens des choses. Souvent dans un retour d'expérience, on a tendance à rester un peu trop technique ou un peu trop sur le quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va là plus aller rechercher le sens. Qu'est-ce qui nous a fait arriver à cette situation-là ? Et du coup, là, on n'est plus dans le jugement, on est vraiment dans quelque chose de constructif, même si on est quand même dans du recadrage. Mais il faut quand même être ferme parfois sur certains recadrages et pas s'autoriser à le dire. Mais on va préférer une formulation en disant c'est ce que tu as fait et non pas c'est toi qui es mauvais. D'accord. C'est marrant parce que c'est un peu la technique qui est utilisée en formation lorsqu'on veut faire valider quelqu'un, c'est-à-dire on demande aux pratiquants ce qu'il a ressenti, comment il a vécu, on va faire ce qui était positif à améliorer. Après, on fait participer les autres, voire potentiellement la victime, et après, on valide après avec le formateur. Mais si c'est dangereux, il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit ni paillasson ni hérisson, c'est qu'il faut quand même dire les choses. Il faut être vrai, il faut être juste. Et puis, encore une fois, c'est dans la posture, si tu as un lien avec les membres de ton équipe, tu pourras tout dire, en fait. Donc, c'est aussi quelque chose qui se construit en amont. Avant les interventions. Il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la cohésion et du sentiment de ne pas être jugé par les autres. C'est important. La cohésion. Oui, c'est important. Encore, on va revenir je vais pas revenir dessus, ça me fait rigoler. Il y a une private joke derrière, puisqu'on parle de la cohésion avant de commencer ce podcast. Mais c'est la relation qui est importante, la relation à l'autre. Quand on a une relation humaine, vraiment, on peut se permettre des maladresses même dans nos discours, ou on peut se permettre plus de choses. S'il n'y a pas ce socle de relationnel au préalable, en prérequis, la moindre virgule, elle ne passera pas, la moindre chose dite de travers ne passera pas, etc. D'accord, donc globalement, pour faire simple, j'aime bien simplifier les choses, c'est un chef qui est inaccessible. Le recadrage va être compliqué, c'est ça ? Très compliqué. Parce que là, du coup, il y a déjà une distance relationnelle, et donc forcément, le retour d'expérience va être le lieu d'un règlement de compte. D'accord. Mais un chef qui te voit ou que vous voyez ou tu voyez, ça pose aucun problème. Aucun problème. Tant qu'il y a quand même une certaine proximité de... Oui.
Ok, très Ouais. bien. Enfin, proximité. Il y a proximité, mais on reste dans le second niveau professionnel, bien entendu. Il y a encore une fois, c'est pour ça que je parle plus de relations, mais de relations professionnelles. C'est-à-dire que le tutoiement ou le vouvoiement n'a pas forcément D'importance. d'importance. Oui, ce que je pensais. C'est comment est-ce qu'il est vécu, en fait. Parce que c'est ni une preuve d'autorité, ni une preuve de légitimité, ni une preuve de... Surtout dans le bénévolat, non, enfin, voilà. il n'y a pas de grade, pas de galon. Après, s'il Il y en a qui aiment les grades, c'est leur problème. Ah, l'ego, je ne vais pas revenir dessus, il y a une petite vidéo là. Ok. Bon, alors je vais pas te poser la question pour revenir si c'est l'équipe qui n'a pas été efficace, parce que globalement, ça revient à ce que... Oui. Truc. Mais il faut toujours avoir ce... Peut-être si on pouvait simplifier les choses dans le retour d'expérience, il y a un premier temps où on va être sur demander à l'autre son vécu, pour que chacun s'exprime, et ça c'est important, que chacun s'exprime. Parce qu'il y a parfois des gens qui prennent trop de place, et puis il y a parfois des gens qui sont un peu trop discrets. Donc il faut aussi être garant de ça, que tout le monde puisse s'exprimer, et garant encore une fois du non-jugement. Donc premier temps où c'est les membres de l'équipe qui s'expriment sur leur vécu. Ensuite, le chef d'équipe qui va lui prendre la parole sur le vécu. Et puis ensuite, on est dans l'apprentissage positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va relever ce qui a été bien fait. Et puis ensuite, on va relever les axes d'amélioration. On va dire ça comme ça. Ça marche. Question un peu plus dure. Décès d'un équipier. Comment on parle avec ses équipiers? Alors, sur intervention. C'est-à-dire qu'il y a une intervention, il y a un décès, certains équipiers ne sont pas au courant. Enfin, moi, je vois, ça m'est arrivé en 2004, le 21 mars précisément. Bref, je vais pas revenir dessus. J'avoue que ça a été chaud à gérer. Donc, moi, je trouve que le chef qui m'a annoncé, Steph, il a assuré. Steph, dédicace. Même si c'était pas marrant, enfin bref. Mais, c'est pas quelque chose qui est évident. Comment on peut faire ça? Alors, il faut en fait se simplifier les choses. L'annonce d'un décès, souvent, on a tendance à essayer plein de circonvolutions, c'est-à-dire qu'on va parler de plein de choses autres, refaire l'événement, etc. Sauf que quand on prend du temps pour annoncer, parce que là, on gère notre propre angoisse en faisant ça. Et donc, on n'est pas centré sur le ressenti de l'autre. D'accord. Parce que l'autre, en face, plus on met du temps à annoncer le truc, plus son stress à lui va monter. Donc, ce qu'il faut faire, même si c'est vraiment pas évident, c'est d'être super simple et assez direct dans l'annonce. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va dire voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc là, on se prépare. Émotionnellement, on se prépare à avoir quelque chose de difficile. Et puis, de l'annoncer avec sujet, verbe, éventuellement complément. Mais c'est, je sais pas, Robert est décédé malheureusement sur l'intervention. Et ensuite, le plus important, c'est de laisser ce temps pour que celui qui est en face ait le temps émotionnel et rationnel d'entendre et d'élaborer aussi tout ce ressenti. Donc ça veut dire que dans le deuxième temps, nous on va se taire et puis on va accueillir l'émotion de l'autre. Et c'est ça qui est le plus difficile. Ouais, Parce que souvent, comme on a peur de ça, on va dire plein de choses. On va combler le vide. On n'aime pas trop le silence, donc on va parler de plein d'autres choses. Et du coup, ça c'est de l'évitement. Et c'est pas très très bon ça pour l'autre. Moi j'ai fait pire, parce que j'ai annoncé le décès, de façon horrible, mais j'ai annoncé malheureusement le décès d'une personne au détour d'un couloir. C'est-à-dire que tu connais telle personne, ouais, elle est décédée, point. Je vais faire telle partie de cours, tu fais telle partie, salut. Et en fait, je sais pas comment gérer le truc, et c'est horrible ce que je dis, je sais clairement que c'est horrible. J'ai dit, machin est décédé, taf, point. Je vais faire ça, tu verras ça, pof, on enchaîne. Parce que je sais pas comment le gérer, j'avoue que c'est un peu horrible. Mais parce que quand on sait pas faire les choses, forcément, on va être hyper maladroit, puis on va plus être centré sur son émotion à soi, et on va pas prendre soin de l'autre, et c'est probablement ce que tu as fait aussi. C'est en gros, j'arrache le sparadrap, quoi. Il faut que ça parte vite, et puis... je savais de base qu'il fallait annoncer la chose, mais comme je... oui. Ouais, des fois, je manque de compassion, on va dire. Mais ça, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait, encore une fois, que ce soit simple et direct, et ensuite qu'il y ait ce temps où l'autre va pouvoir soit nous montrer, soit nous parler de son émotion. Il ne va pas forcément avoir des mots, mais en tout cas, il va avoir un espace pour déverser cette émotion-là. Et le plus difficile, c'est ça, en fait, c'est de prendre en charge l'émotion de l'autre. C'est ça qui nous fait peur, c'est pas autre chose. Non, en fait, on pense qu'à nous, quoi. Globalement, oui, mais c'est... Cool. Franchement, bravo les secouristes, excuse-moi, mais bravo. Oui, mais dans ces situations-là, forcément, en plus, on va être dans un stress particulier qui va aussi nous bloquer.
Donc il faut éviter ça. En règle générale, quand on annonce un décès, c'est mieux aussi de le faire dans un lieu où on peut être assis, où on peut avoir aussi des bouteilles d'eau, des verres d'eau à disposition. Parce que simplement de tendre un verre d'eau à l'autre, on s'intéresse à lui. Donc ça fait un peu plus de lien. Et c'est et marrant. on a l'impression qu'on prend soin. C'est marrant, entre guillemets. C'est bizarre parce que quand on est en poste, quand ça ne touche pas, forcément, c'est beaucoup plus facile. C'est Oui. pas facile, mais c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand c'est quelqu'un qu'on connaît, bon, ça marche. Faut être direct. Ouais, un peu trop peut-être parfois. Allez, nouvelle question. Sortir un équipier d'une intervention parce qu'il n'est pas efficace. Oui. Comment on peut faire? Alors ça aussi, c'est des choses qui se préparent en amont, un tout petit peu. Peut-être même dans un petit briefing, un petit rituel avant d'arriver en intervention, où on va se motiver, on va se dire qu'on va être vraiment super bon en équipe, parce que c'est l'équipe qui compte. Et donc là, on peut rappeler que c'est l'équipe qui compte, c'est le collectif qui compte. Donc on va être attentif chacun à ce qu'on fait, bien sûr, mais aussi on va être attentif à l'autre. Et puis, c'est peut-être déjà un temps, dans ce moment-là, de se dire, est-ce que vous avez des questions? Comment vous vous sentez pour cette intervention-là? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas se sentir bien, déjà, et qui n'osent pas le dire. Donc ça, on leur laisse aussi la possibilité de nous le dire là, et de leur dire, ok, tu as besoin de quoi, du coup, pour te sentir mieux sur l'intervention? Parce qu'il va falloir quand même qu'on y aille. Et rappeler à ce moment-là que c'est le collectif qui est important, et puis que parfois, parce que c'est une situation particulière, parce que on est un peu plus fatigué, parce que ça nous rappelle, ça réactive des choses qui sont compliquées pour nous, on va pas forcément être très très efficace, et il faut pas le prendre mal, mais c'est le collectif qui prime, et si on n'est pas efficace pour le collectif, alors mon chef d'équipe va me dire, ce serait mieux que tu sortes quelques minutes au moins. D'accord. Donc, pour faire simple, prévoir à l'avance, sans énoncer toutes les interventions, simplement dire, voilà les gars, les filles, on va pas être sexiste, c'est ça. Ça va. Bon, tout le monde. Comment ça se passe? Où pensez-vous avoir des problèmes? Où pensez-vous avoir des problèmes plutôt? Que faire pour que vous puissiez vous sentir bien sur l'intervention? Et s'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous sors de l'équipe. Et ne le prenez pas mal si je vous sors de l'intervention. Exactement. Ok. Rappelez aussi que c'est pour le bien déjà d'eux-mêmes, parce que si on n'est pas efficace sur l'intervention, on va aussi potentiellement se faire du mal. Que c'est pour le bien de l'équipe aussi, et évidemment pour le bien de la victime. Oui, Ouais, accessoirement, mais important. voilà, et que c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement personnel. Voilà. On revient toujours sur l'ego, ça me fait rigoler. Mais pardon. Hein. Non, mais il n'y a aucun souci. Allez, comment motiver son équipe? Je pense que ça... encore une fois, on est dans la cohésion d'équipe, là, hein, Gérald. Mais, je sais, mais c'est des important. choses qui se construisent un peu au quotidien. Dans le quotidien de la vie associative, on va dire ça. Moi, ça se passe bien dans mon équipe. Bon, parfois on s'embrouille, mais moi je crois que j'aime bien les clashs. Mais oui, mais ça c'est bien, il faut qu'il y ait du conflit dans une équipe. Mon président, je lui ai donné 20 000 feuilles là. S'il veut des trucs, s'il m'envoie des lettres, il n'y a pas de problème. 20 000 feuilles. Merci Office Dépôt. Je fais pas de publicité, pas de placement de produit. Non, oui, alors attention, fais attention à ce que tu dis, il faut citer d'autres du coup. Je sais pas, il y a Bruno, Carrefour, voilà, Leclerc, et puis hop, c'est bon. Hop, c'est réglé. Et bon, après, pour motiver l'équipe, moi ce que j'aime bien, c'est encore une fois savoir un petit rituel en partant sur... si tu veux. Par exemple, mais un petit rituel en partant en intervention. Il faut marquer, pour moi, il faut marquer qu'il y a le début de l'intervention et la fin de l'intervention. La fin de l'intervention, on va le faire avec le rétex, avec le retour d'expérience. Mais je pense qu'il faut bien marquer les temps. Et puis ça nous évite aussi de se dire, je fais quoi, ok, je vais où, bon, ça commence, d'être un peu vaporeux. Donc puis ça dynamise un petit peu, donc un petit rituel, un petit truc, voilà, on se tape dans la main, n'importe quoi, mais en tout cas quelque chose qui soit plus dans dynamique. Et puis encore une fois, sur le rappel du collectif. Ok. Voilà. Bon, je sais, j'ai des questions qui sont sur ce que je t'ai dit, mais il y en a d'autres qui viennent avec moi. C'est ça, je vais me poser ces questions. Ok, comment gérer le stress de l'équipe? Toujours dans la préparation? Oui. Et sur intervention? Sur intervention, alors déjà, encore une fois, avant, il faut savoir si tout le monde se sent bien, est-ce qu'il y a des choses particulières, etc. On peut faire des petits exercices de respiration, ce qu'on appelle les méthodes TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. J'ai un pote Claude qui fait ça, qui est au taquet là-dessus. Voilà. Claude dédicace. Ça peut être intéressant de faire ça un petit peu avant.
Donc c'est se centrer sur son rythme cardiaque, travailler sur sa respiration pour pouvoir augmenter un petit peu le seuil d'efficacité, mais qu'il soit pas trop haut pour pas être en stress dépassé. Bon. Et puis en intervention, c'est en plus évidemment, je répète, d'être attentifs les uns aux autres, parce que c'est ça aussi la gestion du stress, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de moi, si moi je m'en sors pas, qui va être capable de m'aider. Donc c'est la solidarité, le soutien est hyper important. C'est encore une fois faire attention aussi à sa respiration. La respiration est importante dans la gestion du stress, c'est un petit peu la base. C'est aussi ce qui est le plus efficace parce que c'est ce qui va aider à faire baisser le rythme cardiaque. Si le rythme cardiaque se baisse, revient à un niveau normal, le cerveau il va se dire ok, en fait finalement tout va bien, il n'y a pas de danger, donc je vais pas me mettre dans un cercle vicieux du stress. Donc c'est plutôt sur la respiration. Éventuellement, si on peut sortir de la situation, c'est bien aussi, mais pas sortir définitivement. Par exemple, parce que le stress qui est bien, c'est que si tu enlèves l'élément stresseur, il n'y a plus de réaction de stress. Donc voilà. Oui, mais c'est pas le stress post-traumatique, par exemple, c'est pas le cas, tu vois. Donc si l'attaque. Donc si tu peux sortir de la situation en allant chercher, je sais pas, des ramettes de papier parce qu'il manque du papier, ou en allant chercher quelque chose, juste pas besoin de faire intervention des ramettes de papier. C'était juste parce que ça m'amusait de le faire crier, c'est tout. Je le mettrai dans l'enregistrement. Donc si tu peux sortir de l'intervention, aller chercher quelque chose dans la voiture, dans le camion, peu importe en fait. Mais le fait de sortir chercher des compresses. Par exemple. Parfait. Mais par exemple. Non, mais tout à fait. Le fait de sortir de cette situation-là, tu éloignes l'élément stresseur. Logique. Du coup, tu peux récupérer et tu peux revenir ensuite un peu différemment. D'accord. Je vais te poser une question, mais je pense que j'ai la réponse. C'était de comment débrief, comment faire un rétexte. Ma langue a fourché, désolé. De faire un rétexte avec un jeune chef qui a vu quelque chose de on va dire, en choquant, mais ça revient globalement à la question de la vue précédente, donc je n'ai pas épilogué dessus. Bah écoute, Jessica, je te remercie. Ah, un truc avant de partir. Oh oui. Tout à l'heure, tu as parlé du RAID. Tu as dit que des techniques du RAID, c'est-à-dire que tu travailles avec le RAID aussi, c'est ça ? J'ai été formée par le RAID, par notamment Christophe Baroche, parce qu'on va faire une spéciale dédicace. C'est le premier psychologue du RAID qui lui a instauré... Monsieur Baroche. Un grand homme, qui a instauré... qui a fait entrer la psychologie au sein du RAID. Et donc, effectivement, j'ai été formée aux techniques de négociation, au groupe d'intervention du RAID par Christophe, notamment. Ok. Voilà. Bah écoute, Jessica, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Podcast. Tu parles vite, toi ? Étonnant. À peine. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont attendu la fin du podcast. Ça veut dire que vous êtes vraiment passionnés par le secourisme. À bientôt pour une prochaine vidéo ou un podcast. Finex.